Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 90, un deuxième scénario client. Je vous rappelle que je commence donc à faire des scénarios clients. Je prends des vraies transactions qui sont arrivées dans ma carrière de courtier hypothécaire. Et puis, je prends ces scénarios-là, évidemment, j'enlève tous les détails pour pas qu'on puisse identifier les gens en particulier. Et puis, je vais parler d'hypothèque et je vais parler d'indépendance financière. Je vais peut-être changer des chiffres, changer des choses. OK? Scénario 1, donc au dernier épisode, on parlait d'un refinancement. Donc, des gens qui avaient déjà une propriété, qui voulaient la refinancer. Il y avait aussi un changement de titre là-dedans. Là, le scénario numéro 2, puis je les ai mis comme dans un ordre aléatoire. Le deuxième qui m'est sorti, c'est l'achat d'une maison. OK? Puis là, quand on achète une maison, typiquement, j'ai deux sortes de clients. Des gens qui font leur premier achat ou des gens qui sont à leur deuxième ou troisième achat. Donc, des gens qui ont un peu plus d'expérience hypothécaire. Accompagner un premier acheteur, je vous dirais que ça, c'est ce que je vise faire le plus. Parce que, bon, c'est souvent là où est-ce que je vais pouvoir apporter le plus d'informations, l'accompagnement, je vais pouvoir penser à tous les détails, puis aussi on n'est pas familier avec le processus d'achat, le processus de financement hypothécaire. Donc, moi, j'accompagne à chaque étape, par courriel, par téléphone. Ça se veut une expérience rassurante pour le client. Évidemment aussi, si c'est quelqu'un qui a déjà son hypothèque à quelque part, j'ai plein aussi de choses que je peux faire pour les personnes qui ont déjà de l'expérience. Puis là, ben ici, le scénario numéro 2, c'était justement un couple avec deux jeunes enfants qui étaient à leur deuxième immeuble. Donc, on cherchait à acheter une deuxième propriété. On a déjà une propriété qui est un plex. OK? Puis là, on regardait pour acheter une maison parce que la famille s'agrandit. On a besoin de plus de place. Donc, c'est ce qu'on visait faire. C'est pour ça que le titre aujourd'hui, c'est un plex plus une maison. Donc moi, c'est la transaction qu'on a faite dans ce cas-là, c'est qu'on est allé acheter la maison alors qu'on avait déjà le plex. Donc là, je vous fais un résumé rapide, puis après ça, on va aller dans les détails des sujets hypothécaires, des sujets d'indépendance financière, mais en gros, la transaction, on a commencé par aller faire une lettre ensemble. Donc ça, on a fait le processus de pré-approbation. On a ouvert un dossier sur la plateforme PlaniPrêt. J'ai demandé les documents des clients, je suis allé voir le bureau de crédit, on a calculé la capacité d'emprunt, je leur ai fait un rapport, je leur ai envoyé les lettres de pré-approbation et puis je leur ai envoyé mon analyse donc de leur capacité d'emprunt. Donc on a commencé par ça. Ensuite, ils avaient en main leur lettre de pré-approbation et ils ont été à la recherche d'une propriété. Ce qu'on a fait aussi, entre-temps, avant qu'ils trouvent la propriété, on avait une inquiétude au niveau des taux parce que les taux avaient monté. Et puis, on voulait s'assurer de ne pas avoir plus que tel taux. Donc, on a réservé un taux à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on est en processus de recherche d'une propriété. On peut se réserver un taux. Généralement, on le réserve pour 4 mois. On peut le réserver pour un peu plus longtemps, mais à ce moment-là, la réservation coûte un peu plus cher. C'est une assurance qu'on ne payera pas plus que ce taux-là. Ça peut rassurer. Puis comme ça, on prend le temps de bien trouver la propriété qui convient à nos besoins pendant ce temps-là. Donc ça, on a fait ça ensemble. On a réservé le taux. Ensuite, ils ont trouvé leur propriété. On a fait la demande de prêt ensemble. Il y a eu une baisse de prix suite à l'inspection. Ensuite, on a géré cette baisse de prix-là. Il y a eu des petites embûches à ce niveau-là. Et puis, à la fin, on a fait la clôture du dossier. On a l'approbation finale. Les clients sont passés chez le notaire. Puis maintenant, ils sont déménagés. Donc, en gros, tout s'est bien passé. Le dossier, du début à la fin, a duré environ 8 mois. On parle des gens qui ont acheté une maison de valeur de 700 000. Ils ont eu besoin d'un prêt d'environ 600 000. C'est un couple qui avait un revenu annuel d'environ 200 000 $ par année avec deux jeunes enfants.
OK. Je vais aller dans le détail des sujets hypothécaires. La préapprobation. OK, ça, j'en ai déjà parlé. Moi, je vais assez en détail dans la préapprobation, c'est-à-dire, on va ouvrir le dossier sur la plateforme PlainePrêt. Les gens veulent connaître leur capacité d'emprunt. Je vais aller chercher les documents. Je vais m'assurer qu'on ne laisse rien au hasard rendu là. On va regarder les documents de revenus, les documents de mise de fonds. On va être certain qu'il n'y aura pas quelque chose qui va accrocher. Parce qu'on pourrait faire une capacité d'emprunt comme ça, sans regarder les documents. Puis je pourrais leur dire, regardez, voici votre capacité d'emprunt. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, parce que des fois, on ne sait pas nécessairement quoi dire à son courtier hypothécaire, s'il y a quelque chose qui nous a échappé, que j'ai pas eu l'information, si j'ai pas regardé les documents, la lettre de préapprobation que je vais donner, elle va avoir moins de force parce que s'il y a une surprise après à l'approbation, c'est pas là qu'on veut le savoir. On veut le savoir d'avance. Avec la préapprobation, je vais aller demander le bureau de crédit. On va vraiment s'assurer. S'il y a des trucs comme des erreurs au bureau de crédit, mais comme ça, on va le savoir d'avance avant qu'on soit dans le gros du processus d'approbation hypothécaire, ou est-ce que c'est pas le temps? Parce que là, ça peut être un peu stressant. On a des délais, on a une propriété qu'on veut, qu'on aime. Donc, l'idée avec la préapprobation, c'est qu'on fait ce travail-là d'avance. Comme ça, après ça, on a un degré de certitude très, très élevé que tout notre financement, ça va bien se passer. Okay? Donc, ça, c'était en lien avec le processus de préapprobation. Vous pouvez faire une promesse d'achat sur une propriété, supposons que c'est une vente privée du proprio, le vendeur ne vous a pas demandé votre lettre de préapprobation. Vous pourriez techniquement faire une promesse d'achat, puis après ça, m'arriver directement avec le dossier d'achat, sans qu'on ait fait d'avance la préqualification, préapprobation. Moi, j'aime bien quand on le fait, la préapprobation d'avance, comme ça, ben là, on a un délai de 14 jours pour avoir le financement, mais on a déjà fait beaucoup de travail d'avance, on a déjà des documents, ça va aller beaucoup plus vite, puis beaucoup mieux. Puis à ce moment-là aussi, je prends le temps de faire une présentation des rapports d'environ 15-20 minutes. J'envoie une vidéo, puis on connaît en détail notre situation financière par rapport au financement une fois qu'on a fait la pré-approbation ensemble. Donc là, je passe au deuxième sujet hypothécaire, la réservation de taux. Réservation de taux, ça dépend des périodes. En ce moment, là, on est en février 2025, il n'y a pas beaucoup de réservation de taux qui se fait malgré que ça pourrait être bon. Une réservation, c'est lorsqu'on n'a pas encore une propriété en tant que telle, mais qu'on veut se réserver un taux parce qu'on cherche une propriété. En termes de renouvellement-transfert, on peut aussi réserver le taux, mais là, c'est différent. C'est pas un taux de préqualification, c'est qu'on va vraiment envoyer le dossier puis on peut réserver le taux. Mais là, c'est pas de ça que je parle. Je parle, moi, lorsqu'on fait un achat puis qu'on n'a pas encore de propriété sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quelle propriété qu'on va acheter, mais on veut quand même se garantir un taux plafond. OK, mais ça, on peut faire ça ensemble. Il faut aller à une institution financière. Les institutions financières vont nous permettre de réserver un seul taux, un seul produit à la fois. Normalement, c'est le 5 ans fixe. Si on réserve un 3 ans fixe, bien, on ne peut pas réserver aussi un 5 ans fixe, un 4 ans fixe. On réserve un produit à une institution. On pourrait aller à différentes institutions financières, puis réserver un produit par institution. Bon, rendu là, souvent, on va le faire juste un. C'est pour se garantir un taux maximum. Donc, souvent, on va aller avec une institution financière, un produit, le 5 ans fixe, on ne se casse pas la tête. Comme ça, on va magasiner. Puis après ça, on n'est pas attaché nécessairement à ce taux-là, on n'est pas attaché à cette institution financière-là. Mais on a ça qui nous garantit qu'on ne paiera pas plus cher que ce taux-là. Lorsqu'on va acheter, évidemment, la réservation de taux, il y a une date d'impliquer parce que si on veut réserver pour une plus longue période, ça peut coûter plus cher. Normalement, comme j'ai dit, c'est 90 jours, 120 jours. Donc, on va parler de ces aspects-là. Puis si on a besoin, on va y aller avec la réservation de taux. Donc là, dans ce dossier-là, on l'a fait parce que c'était une période de temps où est-ce qu'on était très, très inquiet de la hausse des taux. Puis, ça valait la peine. On a eu beaucoup de réservations de taux dans ces mois-là, dans ces temps-là. En ce moment, quand les gens ne sont pas inquiets, quand les gens pensent que les taux vont baisser, parce que je dis pense parce que des fois, on pense que les taux vont baisser, mais on sait, par exemple, que le taux directeur va baisser. Mais ça ne veut rien dire. Les taux fixes, eux, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Des fois, on a un sentiment que ça s'en va à la baisse. Donc là, on va être moins porté à vouloir réserver un taux. C'est peut-être un faux sentiment de sécurité à ce moment-là. Mais c'est certain que la réservation de taux, elle est vraiment facultative. On n'est pas obligé d'aller là. Ça ne sera pas souvent le meilleur taux que la banque va offrir. Les promotions, les meilleurs taux du jour qu'on peut avoir, souvent, on ne peut pas les réserver. Pour avoir les meilleurs taux, il faut soumettre un dossier avec une propriété sujet. OK, donc ça, c'était pour la réservation de taux.
Ensuite, calcul locatif. Oui, petite parenthèse ici, lorsqu'on a soumis la réservation de taux, malheureusement, on a dû diminuer le prix d'achat, la capacité d'emprunt. Donc, on a soumis la réservation de taux à un prêteur, puis lui, le prêteur nous est revenu en disant « Oui, mais je ne peux pas vous qualifier pour autant, je peux vous qualifier pour tel montant d'achat. » La raison, c'est que le calcul locatif, parce que là, les clients ici, il y avait une propriété locative, est un peu différent où on a allé réserver le taux. C'était le meilleur taux qu'on pouvait réserver chez ce prêteur-là, mais il calculait différemment le locatif. Ça, c'est juste pour dire que les prêteurs ont des façons de calculer les revenus locatifs différents d'un prêteur à l'autre. Donc ça peut faire varier la capacité d'emprunt d'un prêteur à l'autre. Ça n'a pas été un problème, là. On n'a pas utilisé en bout de ligne cette réservation de taux-là. Ensuite, prochain aspect, baisse de prix après inspection. Donc là, je saute les détails de, bon, le couple a trouvé leur propriété, on a soumis le dossier, et puis là, il y a une inspection. Normalement, quand on fait une promesse d'achat, il y a deux conditions. Une condition de financement, ça c'est moi qui s'en occupe de régler cette condition-là, et puis la condition d'inspection. Ça va être avec le courtier immobilier, on va prendre un inspecteur, on va aller voir, on va faire le tour. Puis, normalement, 90% du temps, à l'inspection, il n'est pas supposé avoir de grandes surprises, là. La propriété est supposée être dans l'état que le vendeur déclare dans sa déclaration du vendeur. Donc, l'inspection, c'est vraiment pour se donner une garantie de plus que tout est beau. Il y en a qui pensent que l'inspection, c'est nécessairement pour aller négocier le prix. Et puis là, les clients avec qui je faisais affaire, je pense que c'était dans leur intention. Évidemment, c'était une propriété qui était plus âgée. Et puis, ils ont trouvé des choses à l'inspection. Et puis là, ils ont décidé de baisser le prix. De dire, bon, ben nous, oui, on va l'acheter, cette propriété-là, mais suite à l'inspection, on a vu telle chose, donc on pense que ça vaut une baisse de prix de 10 000. Ça, c'est bien beau. Les vendeurs, ils ont accepté. Ils ont dit, OK, c'est beau, on va accepter la baisse de prix de 10 000. Nous, par contre, en termes de financement, c'est le point que je veux faire sur le sujet hypothécaire. Quand vous allez demander votre financement avec l'institution financière, eux, ils voient une vente. Ils voient qu'il y a un vendeur, un acheteur, qu'il y a un prix, ils sont entendus. Puis là, peut-être que le système va reconnaître la valeur automatiquement de cet immeuble-là parce que, bon, ils vont regarder la déclaration du vendeur puis ils vont se fier que l'état de la propriété est bon. Parce que le prêteur ne va pas prêter sur une propriété qui a des problèmes. Il ne va pas prêter sur une propriété qui a des problèmes de fondation, des problèmes graves là, qui sont urgents, qui doivent être réparés. Si, par exemple, il y a de l'amiante, s'il y a de la pyrite, des trucs comme ça. Donc, ça, ils ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas parce que ça peut vraiment diminuer de beaucoup la valeur de la propriété. Donc, aussitôt qu'il y a certaines choses comme ça, des défectuosités sur les meubles, ils ne voudront pas prêter jusqu'à 80% de la valeur. Puis, on pourrait avoir des problèmes au niveau de la propriété pour le financement. Donc là, normalement, la vente, tout allait bien. Le prêteur avait accepté, selon la déclaration du vendeur, le prix de vente, tout ça, tout était beau. La valeur de la propriété était reconnue. Mais là, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait une inspection puis qu'on baisse le prix? Bien là, après ça, nous, on doit redire au prêteur, OK, il y a eu une baisse de prix. Parce que le prêteur prête sur la valeur de la propriété. Mais là, le fait qu'on baisse le prix baisse la valeur de la propriété. Donc, on n'a pas le choix de dire au prêteur, à ce moment-là, même si lui a tout déjà approuvé le prêt, il y a eu une renégociation suite à l'inspection. Maintenant, le prix est plus bas. Donc là, le prêteur va faire « Ah oui? Donc, il y a eu des problèmes à l'inspection. D'accord. Est-ce que je pourrais voir, s'il vous plaît, le rapport d'inspection? » Ben oui, le prêteur, lui, veut savoir c'est quoi qui n'a pas fonctionné. Donc, on doit lui envoyer à ce moment-là le rapport d'inspection. Là, ici, ce qui est arrivé dans ce dossier-là précis, il y avait un avertissement d'amiante que l'inspecteur avait mis dans son rapport d'inspection. Puis, c'était pas quelque chose de très grave, OK? Les acheteurs étaient au courant, avaient compris aussi. Souvent, l'inspecteur se veut rassurant dans ce temps-là. Il parle directement avec les acheteurs puis leur dit « Regardez, ça coûtera pas cher à réparer, il faut juste l'enlever, blabla. » Mais le prêteur, lui, tout ce qu'il voit, c'est le rapport d'inspection, OK? Puis les rapports d'inspection, souvent, les inspecteurs se protègent et mettent des gros avertissements et mettent des choses qui peuvent sembler très graves dans le rapport d'inspection. Et en parole, ils vont rassurer l'acheteur et leur dire, regardez, je dois mettre ça dans le rapport d'inspection pour me protéger, mais en réalité, vous pouvez comme faire réparer ça, puis ça ne coûtera pas trop cher. Bref, le prêteur voit des avertissements d'amiante, alors le prêteur, lui, va, avant de donner son approbation finale, parce que là, on doit changer de dossier, il retire son approbation qu'il avait donnée auparavant. Lui, l'approbation qu'il avait faite déjà, c'était pour le prix d'achat original, sans qu'il y ait de baisse de prix, mais là, comme il y a une baisse de prix, le dossier redevient en analyse avec le prêteur et
et on doit régler donc le problème d'amiante. Donc le prêteur à ce moment-là demande un test d'amiante et demande une soumission de réparation. Et puis là, ça, évidemment, ça ajoute un gros stress à la transaction parce que là, on est rendu un petit peu -1. La prochaine étape, ça va être de passer chez le notaire pour faire la transaction. Et là, le prêteur, lui, dit oui, mais il faut réparer cette affaire-là. Moi, je veux savoir si c'est quelque chose de grave ou pas. Puis il demande des documents, il demande des tests. Et puis là, il faut trouver une compagnie qui fait des tests d'amiante et puis qui se déplace et qui aille voir la propriété. Puis après ça, on doit faire venir quelqu'un qui répare des choses comme ça et qui fait une soumission pour savoir combien ça va coûter. Parce que c'est ce que le prêteur demande. Donc moi, évidemment, rendu là, j'étais présent tous les jours à faire les suivis. J'ai même fait des appels avec des entreprises de tests d'amiante. Et puis évidemment, je m'organise pour que tout ça est fluide, toute la communication passe bien entre le prêteur, entre l'acheteur et puis le vendeur aussi est au courant parce qu'il va y avoir des visites. Donc ça prend l'implication des courtiers immobiliers. Puis là, tout le monde est stressé et puis moi, je me veux celui qui fait le lien entre toutes ces personnes-là et qui s'organise pour qu'en bout de ligne, on va avoir le document qu'on a besoin, c'est-à-dire l'approbation finale pour que le prêteur puisse envoyer éventuellement les instructions chez le notaire, puis que le prêt soit évidemment octroyé par le prêteur. Évidemment, tout ça, ça s'est réglé, ça a bien été, mais j'ai eu beaucoup de travail à faire à ce moment-là. On va parler de l'indépendance financière puis du profil financier pour ce dossier-là des clients qui ont une très belle parce qu'ils ont acheté un Plex, parce que le Plex a augmenté beaucoup en valeur. Donc, c'est des gens qui sont quand même bien partis financièrement, mais côté liquidité, il en manquait un peu pour notre mise de fonds. On devait demander l'aide d'un parent qui est en France pour avoir une partie de la mise de fonds. Donc, on a besoin d'une lettre de don. Et puis, quand les fonds sont en France, le prêteur peut demander que les fonds soient rapatriés au Canada. Donc, ça, c'est important. Si on fait une demande de prêt et puis que pour la mise de fonds, on va devoir demander à nos parents qui peut-être sont en France, c'est possible. On peut dire oui, la provenance de la mise de fonds, les fonds vont venir de là, mais à ce moment-là, ça prend des relevés. Les prêteurs vont vraiment préférer quand on leur donne un relevé où est-ce qu'on voit les fonds au Canada. Sinon, parfois, si c'est dans un autre pays, comme là, je me rappelle bien, c'est la France, mais ça peut être correct aussi si c'est un relevé bancaire, mais là, ça va être dans une devise différente, c'est pas idéal. Bref, il y avait cet aspect-là qu'il fallait gérer pour avoir l'approbation. Et puis ensuite, j'ai eu plusieurs discussions avec les clients parce que là, on se demandait, on prend-tu fixe, on prend-tu variable? Donc là, je leur ai envoyé un tableau en faisant des simulations. Et puis là, au début, on allait fixe pour réserver le taux. Et puis après ça, en bout de ligne, on est allé variable. L'aspect fixe-variable, ça, évidemment, normalement, on regarde ça beaucoup au moment des recommandations, on va faire le choix, mais jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire, on peut encore changer ça. On peut encore revenir puis leur demander, OK, les clients aimeraient passer maintenant, ils avaient réservé le taux fixe. Évidemment, on ne pourra pas avoir le taux variable qui était offert il y a 2 mois. On va avoir accès au taux à ce moment-là qui est offert maintenant. Entre-temps aussi, jusqu'à temps que la transaction on soit rendu à la clôture, on peut demander les baisses de taux si le prêteur décide de baisser ses taux. Donc ça, c'est possible. Donc je continue de faire ce travail-là. Donc, vous voyez, beaucoup de petits détails, beaucoup de petites choses qu'on fait. Dans ce cas-là aussi, les clients, pour avoir de la liquidité, ont mis une mise de fonds plus petite, mais se disaient, oui, mais on a le droit à un remboursement anticipé de 15% si jamais, une fois que le prêt est déboursé, si on veut rembourser notre prêt tout de suite après, est-ce que ça sera possible? Parce que ça sera possible aussi de diminuer le paiement, d'ajuster le paiement en conséquence selon le remboursement anticipé qu'on fait sur notre prêt. Donc ça, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Puis comme on allait ici avec un prêteur virtuel, je pouvais m'occuper de faire la communication. Même une fois que le prêt est déboursé, je continuais d'appeler le prêteur, puis je leur disais, OK, on va avoir un remboursement anticipé, prenez l'argent dans tel compte, les clients, l'argent va être là, tout ça. Puis après ça, j'ai rappelé une semaine après, puis je leur ai dit, j'ai dit au prêteur, OK, les clients aimeraient ça, suite à leur remboursement anticipé, qu'on ajuste le paiement avec la période d'amortissement restante parce que le paiement est encore calculé sur l'ancien solde du prêt. Donc, tous des petits détails, des petites choses que je peux faire pour faciliter. Mes clients ici, c'était un couple avec 2 jeunes enfants qui travaillent. Vous savez comment c'est, les jeunes familles. On est débordés. En plus, on a une propriété à revenus, on est en transaction d'achat. D'avoir votre courtier hypothécaire qui, au bout du fil, ou on m'envoie un petit texto puis qu'on me dit, OK, peux-tu régler telle chose? Moi, je peux faire des téléphones, je peux appeler les prêteurs, je peux faire beaucoup de choses pour les aider, pour faciliter. Puis dans cette transaction-là, j'étais très, très proche. Donc ça, c'était l'aspect hypothécaire du dossier d'achat. On va parler maintenant d'indépendance financière. Ici, le couple, premièrement, dans leur vie, ont acheté un Plex
ensemble, ils ont emménagé, ont loué une partie du plex, ils ont habité, c'était un plex occupant. Et puis, ça faisait 5 ans qu'ils avaient donc ce plex-là. Et puis, ils avaient accumulé, c'était un bon coup. Parce que les plex ont beaucoup augmenté pendant la période de 5 ans qu'ils ont été propriétaires. C'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être aussi un petit peu ça. L'immobilier, depuis les 10-20 dernières années, fonctionne bien. Donc là, eux, ils ont la chance, ou en tout cas, ils ont eu la prévenance de dire, OK, nous, on ne va pas s'acheter une maison tout de suite. On va commencer par s'acheter un plex. On va aller habiter dedans. Puis à ce moment-là, on n'avait pas d'enfants. À ce moment-là, on était juste 2. On n'avait pas de besoin de plus grand. Puis c'était parfait. Puis en plus, ça nous fait comme un investissement. Et ça a été un très, très bon move pour eux. Là, on était 5 ans plus tard, puis je vous dresse un peu le portrait financier. Okay? On avait un couple qui avait des actifs. Après la transaction, on a des actifs pour 1,5 million parce qu'on a le Plex qui vaut 800 000 puis la maison qui vaut 700 000. 1,5 million. En termes d'actifs, c'était 100% pratiquement en immobilier. On avait très peu de placements. Okay? Dans ce cas-là, c'est ce qu'on avait. Okay? Et puis, à la fin, une fois qu'on a acheté la maison, on avait des passifs pour 1 million, c'est-à-dire les hypothèques, les 2 hypothèques, une sur le Plex puis une sur la maison. Okay? Pour une valeur nette de 500 000. Les clients, quand je les ai rencontrés au début de la transaction, ils avaient une valeur nette aussi de 500 000. Le fait d'acheter la maison n'a pas changé rien à leur valeur nette. Ils ont simplement acheté un actif qui conserve sa valeur. Donc, leur valeur nette était toujours de 500 000. Mais évidemment, là, on se retrouve avec plus d'actifs. Avant, ils avaient un Plex qui valait peut-être 800 000 avec une hypothèque de 400 plus 100 000 de liquidité. Puis maintenant, on se retrouvait avec 1,5 million d'actifs immobiliers, pas beaucoup de liquidité, puis 1 million en dette. Donc encore, mais le calcul est le même. On revient avec une valeur nette de 500 000. Donc là, ici, on a des gens qui ont une allocation d'actifs de 100% en immobilier. Puis quelques petits placements. Là. On avait peut-être là, des placements pour la retraite liés à notre employeur. Donc ici, c'est mon premier constat, OK? Que oui, de commencer par un Plex et après ça, d'aller acheter sa maison, bien, la majorité ici de la valeur nette du couple provient de cette décision-là, d'avoir procédé comme ça. On achète le Plex, puis ensuite, on a un revenu locatif, parce que l'idée, c'est qu'on achète la maison, puis ensuite, le logement dans lequel ils vivaient dans le Plex, c'était celui qui avait le plus de valeur. Donc là, ils ont pu commencer à le louer. Et puis ce Plex-là, normalement, était cash flow positif et même peut-être rapporte un peu plus. On doit gérer les locataires. On doit s'assurer de maintenir l'état de l'immeuble. Donc c'est certain, il va y avoir des réparations, rénovations à faire de temps en temps. Il faut se garder un fonds d'urgence, tout ça. Mais reste que l'immobilier, c'est une grande valeur, c'est une grande force. Moi, petit bémol, et puis je comprends que beaucoup de gens vont avoir beaucoup de leurs actifs dans l'immobilier et que dans les 20 dernières années, ça l'a bien été si on a procédé comme ça. Évidemment, moi, en termes de diversification, on en manque un petit peu ici, parce que là, on a comme 100% de notre valeur qui est principalement dans 2 immeubles. On manque un petit peu peut-être de diversification. Ça serait peut-être mon commentaire pour la situation d'indépendance financière, mais on est en bon chemin. On se retrouve aussi avec une dette quand même de 1 million. Je comprends que là-dedans, il y a une dette qui est sur un immeuble à revenus, mais on a quand même une grosse dette liée à notre résidence principale. Puis ça va être un boulet quand même qu'on doit traîner. On a des bons paiements hypothécaires liés à l'achat de cette maison-là. C'est peut-être une autre faiblesse, mais en même temps, c'est ça, on a la propriété qu'on vient d'acheter, elle devrait continuer à augmenter. Si on est capable de bien maintenir son état, que ça ne coûte pas trop cher, qu'elle n'a pas besoin de centaines de milliers de dollars en rénovation, on a quand même une belle valeur qui va rester dans le temps puis qui devrait continuer à grossir. On a un effet de levier assez important. 1 million, vous le savez, moi, je préfère avoir le moins possible. Mais tu sais, on est bien parti, on va rembourser ça dans les 10-20 prochaines années, puis on va se retrouver avec une belle valeur, à condition que, c'est ça, là, l'endettement, à un certain point, qu'on se dise, OK, on va arrêter là, d'emprunter. Parce que là, on se retrouve un petit peu, je trouve, avec cette situation-là,
où est-ce qu'on n'a plus beaucoup de lousse, OK? Puis là, je reviens avec les tests d'indépendance financière. J'en ai déjà parlé à l'épisode numéro 65. 4 tests à faire avant d'acheter. Bon, test numéro 1, est-ce qu'on a des dettes ou pas? OK, puis là, dans le cas ici, c'était quand même bien. On avait un seul prêt, un prêt étudiant qui traînait, qu'on n'avait pas encore remboursé au complet. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas 100%. Donc, je ne peux pas donner une note de 100% sur le test 1 à ce moment-là. On avait quand même encore une petite dette étudiante que moi, je préfère, avant qu'on se lance dans l'achat de notre maison, qu'on claire si on se fie aux 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, la façon optimale de procéder, c'est qu'on règle nos dettes en premier, puis après ça, on passe à d'autres choses. Là, on traînait encore ça, le prêt étudiant. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres dettes là, autres que les dettes hypothécaires. Ensuite, test numéro 2. Est-ce que l'emprunt pour notre résidence, est-ce qu'on est à plus que 3 fois nos revenus? Donc ici, les revenus annuels, on était à 200 000. Et puis, on se prenait un prêt de 600 000. On était, en fait, pile à 3 fois et un petit peu au-delà, en fait. Donc, le test ici, on est borderline, le test numéro 2 pour le passer. Idéalement, on veut que la dette liée à notre résidence principale, qu'elle soit beaucoup moins que 3 fois nos revenus. OK? Ici, c'était limite. Puis les tests numéro 3 et 4, bien évidemment, si on était limite sur le test 2, les tests 3 et 4, on les passera pas parce que ça va un petit peu ensemble. Là. On parle d'être en dessous de 25% de nos revenus nets pour un prêt amorti sur 25 ans. Ici, on était à 29% et non pas... Donc, on était au-dessus du 25%. Donc, ça, c'est le test numéro 3. Et test numéro 4, c'est d'avoir un paiement en dessous de 25% de nos revenus nets, même pour le même prêt amorti sur 15 ans. Puis là, on est à 40%. Si on décidait d'amortir ce prêt-là sur 15 ans au lieu de 25, on se retrouverait avec 40% de nos revenus nets qu'on doit mettre sur le paiement hypothécaire. C'est énorme. Donc, on se retrouve avec un gros paiement hypothécaire. Donc, ça fait le tour de l'aspect indépendance financière. Donc, l'idée d'acheter un Plex, puis ensuite d'acheter notre maison, je pense que ça va vraiment aider ce couple-là à cheminer vers l'indépendance financière. Ensuite, lorsqu'on regarde le coût de la maison qu'on a acheté, lorsqu'on regarde les petits détails, les tests, est-ce qu'on est en vitesse grand V pour se diriger vers l'indépendance financière? Là, j'aurais une petite réserve à dire que oui. Dans le sens qu'on a quand même pas mal d'engagements hypothécaires. On n'est pas en dessous des tests 1, 2, 3, 4. Et puis, on doit sentir un petit peu cette pression-là des paiements. On ne peut pas vraiment arrêter, diminuer nos revenus, prendre une année sabbatique. On doit continuer à travailler parce que les paiements, eux, vont continuer à rentrer. Ça fait le tour. C'était ça mon scénario client numéro 2. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vais, pour terminer, vous reparler du Club Privilège. Le Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie et vous avez la chance de gagner un grand prix lorsque vous participez au concours. C'est un service auquel je me suis abonné. Donc, au lieu de payer de la publicité pour mes services sur Internet, j'ai décidé d'investir dans des prix, dans le fond, qu'on fait tirer. On est plusieurs courtiers ensemble. C'est quand même un bon investissement de ma part, tous ces prix-là. Puis j'ai été super chanceux. J'ai une des personnes sur mon Club Privilège, un auditeur du podcast qui a gagné la machine à café au mois de janvier. Là, il va y avoir le tirage pour 3 cartes cadeaux de 1500 $. Donc, 4500 $ en cartes cadeaux Apple à tirer pour le mois de février. On va voir si un de mes auditeurs, ou en tout cas une des personnes sur mon Club Privilège va gagner pour un deuxième mois de suite. C'est certain que les autres courtiers aussi, à un moment donné, vont gagner. Mais au moins, c'est certain qu'il y a une carte cadeau de 50 $. Ça, c'est certain. Parmi les gens qui vont avoir répondu à la question dans le mois de février, à chaque mois, il y a un 50 $ certain, juste dans les personnes qui font partie de mon Club Privilège qui va gagner. Alors, si vous voulez recevoir ce courriel-là, participer, répondre à la question, simplement allez sur mon site web frédériclacharité.com/Club Privilège. Vous pouvez aussi voir dans les notes de l'émission sur Spotify ou dans la plateforme podcast que vous écoutez, je mets le lien aussi vers cette page-là. C'est un formulaire. Puis, vous pouvez envoyer votre demande et je vais vous ajouter à mon Club Privilège pour que vous receviez ce courriel-là.
OK? Puis ça contient évidemment aussi des trucs puis des informations sur les hypothèques utiles pour vous. Et voilà, c'est tout. Donc, sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.